Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous retrouver pour Europe 1 Soir Week-end. J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Elliot Maman, journaliste. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Et puis mon invité, vous l'avez promis, Béatrice Brugère, secrétaire générale unité magistrat FO. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors Béatrice, je vous invite à vous mettre derrière le micro, devant le micro plutôt. Voilà. Là, voilà. Bonsoir Béatrice. Oui, Bonsoir. parfait, c'est parfait. Merci. Alors plusieurs sujets avec vous. On va évidemment profiter de votre présence pour parler de ces peines planchées que beaucoup souhaitent être mises en place avec ces agressions de policiers. On a vu le ras-le-bol des policiers hier qui ont manifesté devant le commissariat de Tourcoing. Mais je voulais aussi que vous veniez parce que votre syndicat Unité Magistrat FO a été entendu par le Sénat le 11 septembre dernier. Vous avez adressé un réquisitoire sévère contre la proposition de loi sur l'aide à mourir. Alors, je rappelle que le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en juin dernier prévoit un renforcement des soins palliatifs d'un côté, mais surtout la définition d'une aide à mourir. Certains n'hésitent pas à parler de suicide assisté. D'ailleurs, vous en parlez, je crois, dans votre communiqué. Première question, Béatrice Brugère, pourquoi avoir décidé de vous exprimer là-dessus en tant que syndicat de magistrats? Alors, le sujet est inflammable. Donc, notre syndicat, ne faisant pas de politique, n'est pas sur le sujet, j'allais dire, de fond qui relève du débat de société. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est que, d'une manière ou d'une autre, on est impacté. Donc, à partir de là, puisqu'on fait appel à nous et qu'on nous demande d'intervenir, il est tout à fait normal, que l'on puisse regarder comment la loi est faite et comment notre intervention peut intervenir ou non. Et ce qui nous a alerté dans ce projet de loi, et comme tout projet de loi d'ailleurs, parce qu'on est régulièrement entendu, on est expert de la loi, vous savez, tant devant l'Assemblée que devant le Sénat, et là c'était la commission des lois. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la rigueur des termes, évidemment, parce que derrière, c'est de la jurisprudence, du contentieux, du conflit. Oui, et vous le disiez, c'est vous, en tant que magistrat, parce que c'est vrai que c'est un aspect du débat qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais c'est vous qui avez une lourde responsabilité. En partie, on va voir. Donc, c'est la rigueur, évidemment, la manière dont la loi est écrite, et ce sont des débats importants pour la société. Une question subsidiaire, est-ce que cette loi est nécessaire? Parce que vous savez qu'on est aussi dans un discours où on reproche en permanence une hyper-normativité, on fait trop de lois, est-ce que cette loi est intéressante? Donc nous, on se pose cette question aussi, puisque nous sommes des utilisateurs de la loi. Mais ce qui nous a le plus alerté, c'est notre rôle de magistrat sur un aspect qui a été peu évoqué jusqu'à présent, qui est celui de la protection des plus faibles, et notamment des majeurs protégés, mais pas que, puisqu'en fait, ce qui est au cœur de la loi, c'est le consentement libre et éclairé. Et ça pose question, selon vous. Vous l'avez évoqué parce que tout à l'heure, vous avez dit, et d'ailleurs c'est intéressant, vous-même, vous avez dit droit à mourir, assistance, euthanasie. En fait, on ne sait pas trop quelles sont les notions. Et nous, en tant que praticiens du droit, on a besoin d'avoir des notions claires, d'avoir des choses extrêmement importantes. Donc, sans rentrer dans le fond, pour, contre, qui évidemment concerne chacun de nous et qui n'est pas l'objet de ce communiqué, nous on alerte sur l'absence de protection sur ce consentement libre, notamment puisque cette loi s'adresse également à ce qu'on appelle des majeurs protégés, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être handicapées, qui pourraient avoir un consentement peu éclairé. Comment on les protège sur des personnes qui sont isolées, qui sont en détresse, etc. Parce qu'à un moment donné, on va demander au juge de la protection d'intervenir pour justement donner un quitus ou non à cette loi, dans ce cadre-là uniquement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Alors, ce qui nous a rassurés, et c'est qu'on n'est pas les seuls. C'est-à-dire que vous avez des juristes, vous avez des professeurs de médecine, vous avez notamment l'ONU dans un comité qui n'est pas toujours très bien connu, qui est le comité de protection des personnes handicapées. Et c'est pas anodin parce qu'on s'aperçoit en faisant un benchmarking rapide que en fait ils sont surreprésentés. Les personnes handicapées sont surreprésentées.
exactement, dans l'utilisation de ce droit qui n'est pas encore voté, parce que je le dis, il faudrait pas qu'on se trompe aussi. Aujourd'hui, ça a été suspendu par la dissolution. Donc il y a eu une première lecture, il y aura une deuxième lecture, et donc on trouvait ça intéressant puisque ce n'est pas encore voté. Oui, parce que tout est encore, j'allais dire, amendable. Et l'ONU nous a donné raison parce qu'ils ont écrit la semaine dernière, c'est très récent, un courrier à la France pour dire attention, votre texte est mal ficelé, si je puis m'exprimer ainsi. Texte sur lequel on a beaucoup d'ailleurs de vision, parce qu'il y a plein de pays qui l'ont déjà utilisé. On en parlera de ces pays, mais je crois que Jean-Michel Salvatore voulait vous poser une petite question. Pour être extrêmement concret, vous attendez à quel type de contentieux en fait? Et quand vous regardez les pays où il y a déjà des législations de ce genre, le gros du contentieux se concentre sur quel type de sujet, sur quel type de demande, de plainte? Pour faire simple, je m'attendais pas à cette question, mais je vais vous répondre. je vais dire 3, notamment. Le premier, c'est la définition de la loi qui n'est pas claire, notamment sur la notion, dans l'esprit et dans le débat de tous, sauf ceux qui se sont penchés très précisément sur cette loi. Cette loi, c'est pour la fin de vie. C'est pour les gens qui sont, j'allais dire, sur des pronostics vitaux engagés. D'ailleurs, c'est ce que l'Angleterre fait. Eux, ils ont mis un délai de 6 mois, par exemple. Il vous reste 6 mois à vivre, vous rentrez dans le cadre. Donc, dans l'imaginaire... Parce que les victimes, elles meurent, en fait. Donc, non, mais dans l'imaginaire, on pense que c'est pour les gens qui sont en fin de vie. Dans la loi française, parce qu'il y a plein de versions de ce droit A. Vous savez que les Belges l'ont voté depuis 20 ans, donc on a des antériorités. Avec quelques petits abus quand même, les mineurs notamment. Oui, la notion, elle est floue, c'est-à-dire qu'on mélange un peu le suicide assisté et l'euthanasie. C'est-à-dire que c'est pas simplement pour des personnes qui sont en fin de vie, mais c'est aussi pour des personnes qui sont fatiguées de la vie ou qui veulent mourir. Donc l'euthanasie, pour faire simple. Donc déjà, parce qu'on a déjà, nous, un cadre légal qui est assez satisfaisant, et d'ailleurs c'est le Conseil d'État qui le dit, qui est la loi Claes-Leonetti, et qui, pour 2016. Le coup, n'a pas fait de contentieux, à part un, que tout le monde a peut-être en tête, qui est l'affaire Lambert. Oui, mais à part celui-ci, qui a quand même beaucoup occupé, y compris les juridictions, il n'y a pas eu de contentieux parce que justement, elle est assez claire, elle est assez bien faite. La deuxième chose, pour répondre à votre question, le deuxième contentieux, c'est celui, en fait, de l'impossibilité pour un juge de la protection, dans des délais extrêmement courts, on n'a que 2 jours, c'est rien, de s'assurer que le consentement d'une personne à protéger a été vraiment recueilli de manière totalement certaine. Avec la création d'un délit d'entrave, en plus sans précédent. Oui, c'est pas anodin parce qu'en fait, là aussi encore, au niveau européen, on n'a pas de ces délais-là. Troisième contentieux, et celui-ci, il est post-mortem, donc il est un peu délicat, c'est que on a la possibilité, puisque vous savez que le code pénal, pour nous, c'est qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, donc on a des articles au niveau pénal. S'il y a un abus ou s'il y a justement des suspicions, j'allais dire, de tuer quelqu'un qui voudrait pas mourir, pour faire simple, et ça peut malheureusement arriver, à ce moment-là, le recours au pénal, il est post-mortem, si je puis m'exprimer ainsi, donc c'est un peu trop tard. Donc il est ouvert à la famille, mais la personne contre un magistrat n'aura... Non, il est ouvert à la famille pour se plaindre, si vous voulez, que quelqu'un, un tiers, aurait voulu plutôt tuer que accompagner, on va faire simple. Et là, on est sur une procédure pénale, et c'est vrai que bon, on peut faire une procédure pénale, mais j'allais dire c'est trop tard. Donc nous, on a sollicité de l'Assemblée, de la Commission des lois, par exemple, la possibilité, c'est une proposition de notre syndicat, si on a un soupçon, de saisir par exemple le procureur au civil, parce que vous savez, le parquet existe au civil, pour dire attention, vérifiez. C'est un peu comme les mariages blancs. Vérifions avant, parce qu'après c'est un peu tard. Et si vous voulez une procédure pénale, c'est un angle mort de cette loi. Voilà. Il y a des personnes fragiles, les familles peut-être de contentieux. Et ne sont pas toujours de bonnes intentions. Exactement. On ne sait pas. Et le dernier auquel vous avez fait allusion, ça serait la responsabilité du magistrat en vrai. C'est-à-dire que quelle responsabilité pour le magistrat, mais également pour le mandataire qui n'a que 2 jours pour saisir un magistrat, de dire mais attendez, celui que je suis censé protéger ou celui sur lequel vous avez pris une décision, vous n'aviez pas les éléments en 2 jours pour voir si tout ça, psychologue, psychiatre, comment le consentement a été recueilli,
quid de votre responsabilité? Vous avez donné quand même votre quitus et c'est trop tard. Donc c'est pas anodin tout ça. Eliott Maman. Oui, par rapport à la caractérisation pénale d'éventuels actes contentieux qui pourraient être faits si la loi devait venir, à quoi vous attendez-vous concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait aussi y avoir, par exemple, des cas où les médecins pourraient être accusés de ne pas avoir suffisamment accompagné la personne par rapport aux alternatives qui pourraient lui être proposées avant d'en venir à une aide à mourir? Parce que ça, c'était quand même très prégnant dans les débats. C'est-à-dire, beaucoup disaient non, mais on n'est pas dans l'aide à mourir active, ce serait uniquement passif, le corps médical serait plus ou moins décorrélé. Donc, à quoi vous attendez-vous? En fait, je m'attends, j'ai pas comme ça fait une typologie, mais en fait tous les abus, et vous savez que c'est compliqué sur ce genre de matière. Tous les abus sont possibles. Donc, la question, c'est pas de dire à quoi on s'attend en termes de contentieux. Une bonne loi, c'est comment je préviens les abus, comment je mets des pare-feux, j'allais dire presque des pare-chocs, parce que après c'est trop tard. Alors oui, on peut toujours aller chercher la justice, mais il vaut mieux éviter et être en préventif. C'est pour ça que nous, on est très sensibles à la qualité de la loi. Il n'y a pas que nous. Et les parlementaires vous ont écouté? Énormément. Alors, on a eu une écoute incroyable. On est au Sénat, là. Oui, on est à la commission. Oui, puisqu'elle a été votée à l'Assemblée. Ça a été déjà voté, oui, en effet. Donc là, maintenant, on est au Sénat. Merci pour votre question. Oui, parce que justement, notre approche, elle n'est pas... alors, elle peut être éthique d'une certaine manière, parce que l'éthique du magistrat, c'est la protection. Donc, elle est éthique à ce titre-là. Mais elle n'est pas moralisante, elle n'est pas politique, elle est à la fois technique, mais pas froide. Et elle est humaniste. C'est-à-dire, on voit tout de suite, nous, les difficultés. Par exemple... alors, vous allez me dire, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais c'est une réalité. Il faut toujours ramener le texte au contexte. Les magistrats ont peu de temps, peu de moyens. Donner 2 jours à un magistrat pour aller vérifier la qualité, le recueil, l'adhésion pour un majeur protégé, j'entends. Attention, on est dans ce cas-là. Nous, c'était notre alerte, c'était sur les personnes handicapées, majeurs protégées, mais on est allé plus loin. On a vu aussi que dans les EHPAD, il pouvait y avoir des difficultés sur ces personnes qui sont fragiles. Dans les prisons. Oui. Vous parlez des personnes isolées, effectivement. Les personnes isolées, etc. 2 jours, c'est complètement irréaliste. Voilà, ça c'est du contexte. Et donc là, les parlementaires vous ont dit on va changer, on va essayer de modifier la loi. Enfin, les parlementaires, non, en fait, ils ont cette écoute, j'allais dire professionnelle, entre professionnels. C'est-à-dire, eux, ils font la loi et nous, on l'applique. Donc c'est plutôt un échange, j'allais dire, de cet ordre-là. Oui, mais leur souci, c'est que de faire une loi applicable. Exactement. Donc ils étaient très intéressés parce qu'ils n'avaient pas vu nécessairement ce que nous on a soulevé. Parce que c'est un peu un angle nouveau, si vous voulez, dans la critique. Pourquoi l'avez-vous pas fait avant, Béatrice Brugère? Parce que c'est vrai que le Sénat, on sait qu'ils sont à peu près convaincus. Il y aurait plus de réticence qu'à l'Assemblée nationale. Alors, on n'a pas été auditionnés, tout simplement. Vous savez, les auditions, c'est à la libre disposition des parlementaires. Et ça arrive souvent que des magistrats soient entendus par des parlementaires lorsqu'ils écrivent une loi. Toutes les semaines, on est tout le temps entendu. Tout le temps entendu. Alors, quand je dis magistrat, c'est surtout les syndicats, parce que en fait, mais ça peut être aussi, par exemple, quand vous avez des lois sur la pénitentiaire, ils vont entendre les syndicats des établissements pénitentiaires, les juges d'application des peines. Oui, c'est tout le temps, tout le temps. Béatrice Brugère, il y a un point aussi c'est que même vous notre rappelez, activité pratiquement quotidienne. Vous rappelez dans votre communiqué, vous donnez l'exemple effectivement de l'ancien député Jean-Louis Touraine, membre d'honneur d'ailleurs de l'association pour le droit à mourir, qui dirait que c'est à mettre le pied dans la porte, et c'est important de le préciser parce qu'il y a quand même des exemples assez édifiants, on ne s'en rend pas assez compte peut-être. Aux Pays-Bas, c'est les enfants de 0 à 12 ans, les mineurs en Belgique, les malades mentaux au Canada. On peut ouvrir la brèche à ce type, alors moi je dirais d'abus, mais... Alors, comme dans toute loi sociétale, parce que c'est comme une loi sociétale, on va quand même dire les choses, il y a toujours des non-dits économiques, philosophiques, politiques, sociologiques, etc. Donc, et vous avez des députés qui, eux, disent les choses. Et Jean-Louis Touraine fait partie de cela. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et lui, sa démarche, et comme il est très proactif, et c'est pour ça qu'on est allé voir ce qu'il disait, parce que moi, j'aime bien aller aux sources. Je trouve ça beaucoup plus honnête. Il dit, mais en fait, on met le pied dans la porte et après, on continuera. Oui, et là, je rebondis sur votre question qui est importante.
c'est pas du tout anodin parce que ce que l'on est en train de créer, c'est un droit A. Et un droit A, ça veut dire chez nous qu'après ça se décline pour tout le monde. Donc une fois que vous avez créé un droit A, il y a une égalité des droits. Donc on commence, si vous voulez, par une catégorie, mais et c'est ce que dit Jean-Louis Touraine, et après on étend à toutes les catégories. Et c'est là où la loi doit être très protectrice, parce qu'il y a des catégories qu'il faut protéger. Quand par exemple vous étendez l'euthanasie ou le droit à mourir à des enfants de 0 à 12 ans, comme aux Pays-Bas, ça paraît assez incroyable. Et que la notion clé est celle du consentement libre et éclairé, vous avez la réponse dans la question. Béatrice Brugère, je vous propose de rester avec nous. Je vous le disais, c'est intéressant de profiter de votre présence pour vous faire réagir à ce débat qui nous a animés cette semaine. Quelle réponse à cette haine anti-flic et au sentiment d'impunité? Est-ce qu'il faut rendre la loi plus ferme en cas d'agression d'un policier? Surtout, quelles sont les marges de manœuvre? On en parle dans quelques instants.